On va maintenant étudier une propriété extrêmement importante des structures, c'est celui du centre de masse de la structure. On vous dit le centre de masse correspond à l'endroit où on pourrait placer un pivot et que le système tiendrait en équilibre. Ce point est plus près de la masse la plus grande. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Imaginons deux masses. J'ai une masse 1 et une masse 2 qui seraient pris par une légère tige là, entre les deux comme ça. Si je mets mon doigt à un endroit, peu importe où, donc je le mets ici, la structure va se mettre à tourner. Comme je suis plus proche de la masse 1, il y a des chances que la masse 2 fasse tourner autour de mon doigt l'ensemble de la structure. Donc, ça va se mettre à tourner dans ce sens-là. Si je déplace mon doigt, puis je le rapproche de la masse 2, mettons je le mets ici. Eh bien là, c'est la masse 1 qui risque d'entraîner le système et le faire tourner. Eh bien, il existe un endroit où je vais placer mon doigt et la structure va rester en équilibre. Donc, si je continuais de forcer, là, mon objet ferait juste faire un mouvement de translation. Il n'y aurait pas de mouvement de rotation d'associé à mon mouvement. Cet endroit-là, si je le place, par exemple, ici, où tout le système tiendrait en équilibre, on va l'appeler, ce point-là, le centre de masse du système. Vous allez voir, le centre de masse va avoir des propriétés extrêmement intéressantes, entre autres là, dans les mouvements. On va se rendre compte que le centre de masse, ça va être comme une entité qui va se déplacer là, avec l'ensemble des masses qu'il compose. Comment on fait pour déterminer la position du centre de masse? Ici, on va commencer par regarder le centre de masse en une dimension, c'est-à-dire que toutes les masses sont situées sur le même axe. On se définit un axe justement pour les représenter, pour savoir sont où nos différentes positions. Ici, j'ai mis l'axe des X. Je viens identifier la position de chacune des masses. Donc, j'ai une première masse M1 qui est à une position X1. J'ai une masse M2 qui est à une position X2. Et je suis venu identifier la position du centre de masse par rapport à mon système d'axe que j'ai appelé XCM pour X centre de masse. Nos coordonnées, on peut les mettre là où on veut. J'aurais pu mettre mon système de coordonnées directement sur la masse 1, sur la masse 2 ou peu importe où. L'important, c'est pour trouver la position du centre de masse, c'est de bien identifier par rapport à quel axe on le trouve. Donc ici, ça va être par rapport à mon axe des X où j'ai placé mon 0. On vous dit le centre de masse peut se calculer comme une moyenne pondérée de la position des masses par la masse elle-même. En fait, par la masse qu'on a. Donc, plus la masse va être importante, plus notre centre de masse va s'approcher de cette masse-là. Le centre de masse est toujours plus proche de la plus grande des masses. Donc, c'est pour ça que chacune des positions, on vient les pondérer par la masse. Ça donne une plus grande importance à une position où il y a une masse plus importante qui est là. À ce moment-là, on voit que la position du centre de masse en X est égale à M1X1 plus M2X2 plus, s'il y en avait d'autres, M3X3, M4X4 là, sur la masse totale. Donc, dans ce cas-ci, M1 plus M2 plus M3 plus M4 que j'aurais. On peut travailler en plusieurs dimensions. Donc, on va dire que la position du centre de masse que j'ai appelé R centre de masse de façon vectorielle, c'est une position par rapport à un système d'axe de référence, encore une fois, XY, ben, ça va être égal à M1R1 plus M2R2 plus M3R3 sur M1 plus M2 plus M3. Je peux décomposer tout le temps en X et en Y. Ce qui se passe en X est indépendant de ce qui se passe en Y. Donc, la position en X du centre de masse M1X1 plus M2X2 plus M3X3 sur la masse totale. Puis la position en Y du centre de masse, ben, c'est M1Y1 plus M2Y2 plus M3Y3 sur la masse totale encore une fois. Essayons maintenant de regarder qu'est-ce qui arrive avec la vitesse du centre de masse. Bon, une vitesse, c'est quoi? C'est tout simplement la variation de la position là, dans le temps. Donc, on vient de dire que la vitesse, c'est mathématiquement égale à la dérivée de la position par rapport au temps, ou bien tout simplement, comme on a toujours vu, c'est la vitesse moyenne pour un intervalle de temps très très court, comme on faisait depuis le début. Donc, la position du centre de masse étant définie comme étant M1R1 plus M2R2 plus M3R3 sur la masse totale, si j'appliquais, si on veut, la variation par rapport au temps, autrement dit, si je divisais chacun des vecteurs par un intervalle de temps très très court, on obtiendrait tout simplement que la vitesse du centre de masse, ça va être égal à m1
V1 plus M2 V2 plus M3 V3 sur la masse totale. Donc c'est comme une vitesse pondérée par la masse encore une fois. Ça serait la vitesse du centre de masse. Si j'appelle la somme des masses M1, M2 plus M3, j'appelle ça grand M, M majuscule, on se rend compte que en isolant d'un côté M fois la vitesse du centre de masse, on voit que c'est égal à M1V1 plus M2V2 plus M3V3. Et regardez bien ce qu'on va faire ressortir à partir de cette équation-là. Ça, c'est très important. Le côté gauche de l'équation, grand M fois la vitesse du centre de masse. Êtes-vous d'accord qu'on pourrait appeler ça la quantité de mouvement du centre de masse, qui serait la masse totale de toutes les particules constituant le système, fois la vitesse du centre de masse. Donc, on appelle ça la quantité de mouvement du centre de masse. La partie de droite, je ne sais pas si vous reconnaissez, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. En fait, c'est la quantité de mouvement totale d'un système de plusieurs masses. M1V1 plus M2V2 plus M3V3. Quantité de mouvement du système de particules. Donc, on voit que la quantité de mouvement du centre de masse, elle est égale à la quantité de mouvement totale du système de particules. Alors, on vient de faire ressortir que la quantité de mouvement du centre de masse d'un système de particules est égale à la quantité de mouvement totale du système de particules. P majuscule du centre de masse est égal à P majuscule, donc la quantité de mouvement du système de particules. Mais qu'est-ce qu'on avait déjà conclu concernant la quantité de mouvement d'un système de particules? C'est qu'en l'absence de force extérieure, elle est conservée. Si la quantité de mouvement totale du système est conservée, ça veut dire que la quantité de mouvement du centre de masse le sera aussi. On peut écrire qu'en l'absence de force extérieure résultante, la quantité de mouvement du centre de masse est conservée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vitesse du centre de masse l'est donc aussi. N'importe quel système qui s'en irait sans force extérieure, on ne peut pas changer la vitesse du centre de masse. C'est ce que ça veut dire. Imaginez un astronaute dans l'espace qui se déplace à une certaine vitesse. Il n'y a rien à faire, son centre de masse va toujours continuer à la même vitesse. Même s'il essaye de changer son mouvement, le centre de masse va toujours continuer à vitesse constante. Vitesse du centre de masse, ça égale une constante. La seule façon qu'on pourrait avoir de changer la vitesse du centre de masse, c'est d'impliquer une force extérieure à notre système. Donc, si je prends par exemple le même astronaute, s'il veut se déplacer dans l'espace, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être obligé d'éjecter une partie de la masse qu'il va avoir, c'est-à-dire le gaz qui est contenu dans les bonbonnes, pour être capable de se propulser. Mais la vitesse du centre de masse du système gaz et astronaute va toujours se déplacer à vitesse constante. Chacune des particules, c'est-à-dire l'astronaute et le gaz, peuvent aller dans des directions différentes et des vitesses différentes, mais le centre de masse, lui, va toujours continuer à la même vitesse. Mais qu'est-ce qui arrive si la vitesse du centre de masse est nulle au départ? Donc, je suis sur un lac gelé, je tiens un ballon, ma vitesse de mon centre de masse est nulle. Si je lance le ballon, bien, la vitesse du centre de masse est encore de 0. Ça veut dire que la position du centre de masse ne sera pas changée. On vous dit, si V du centre de masse est égal à 0, alors la position du centre de masse ne peut pas être changée à moins qu'une force extérieure agisse sur le système. Ceci revient à dire que si on est en présence seulement que de forces internes, il est strictement impossible de changer la position du centre de masse si au départ, sa vitesse était nulle, donc s'il n'y avait pas de mouvement au départ. Donc, prenons par exemple, vous êtes debout sur le sol et vous essayez de vous propulser en vous tirant sur les lacets. Prenez vos espadrilles, là, vous tirez sur vos lacets. Ça ne marchera pas. Parce que votre centre de masse au départ, sa vitesse était nulle. Donc, comme vous tirez sur vos lacets, ce n'est que des forces internes à votre système, c'est impossible de changer la position de votre centre de masse à ce moment-là. La position demeure une constante. Qu'est-ce qui arrive maintenant s'il y a une force extérieure sur notre système? Eh bien, on vous dit s'il y a une force extérieure résultante, alors il y aura changement de la quantité de mouvement du centre de masse. La seule façon de pouvoir modifier la quantité de mouvement de notre centre de masse, c'est qu'il y ait effectivement une force extérieure. La sommation des forces extérieures va être égale à la variation de la quantité de mouvement totale du système, mais aussi de la quantité de mouvement du centre de masse par rapport au temps. Ce qui revient à dire que la sommation des forces extérieures va être égale à la masse
fois l'accélération du centre de masse. C'est notre deuxième loi de Newton qui revient, mais appliquée au centre de masse proprement dit. Un exemple de ça, ce serait un feu d'artifice qu'on fait exploser dans les airs. Bien, pendant qu'on le lance, c'est comme un projectile, on lance notre feu d'artifice, normalement il ferait une parabole et il viendrait retoucher le sol à une certaine distance. Mais en cours de route, bien sûr, il va exploser. Une fois qu'il a explosé, les morceaux partent dans toutes les directions, puis c'est ça qui donne, là, si on veut, les couleurs là, dans le ciel. On les voit finalement, chacune des particules envolées, tout bord, tout côté. Eh bien, si on suivait le centre de masse de l'ensemble des particules à chacun des instants, bien, on se rendrait compte que le centre de masse continue à suivre la même parabole qu'au départ. Avant même l'explosion, notre feu d'artifice suivait une parabole. Bien, le centre de masse va continuer à suivre cette parabole-là pour finalement venir toucher le sol. C'est sûr que c'est le centre de masse qui touche le sol. À l'endroit où il est, il ne se passera rien. Mais on pourrait retrouver, si on veut, l'ensemble des morceaux à une certaine distance. Et si on calculait le centre de masse à ce moment-là, il correspondrait à l'endroit où le projectile aurait touché le sol si on ne l'avait pas fait exploser. C'est une belle application là, du principe que la sommation des forces extérieures est égale à la masse fois l'accélération du centre de masse.